ce soir, on a, Laurent de la Fine Mousse à Paris. Je pense que si les gens s'intéressent un peu à la bière, ils ont déjà dû entendre, parler de la Fine Mousse parce que ça, j'ai l'impression que c'est quand même un établissement, alors je sais pas, jamais vous étiez vraiment pionnier, mais sur le côté, accord, mets et bière, vous étiez vraiment je dirais dans les premiers à mettre ça en avant, non? Alors avant le restaurant, sur le côté bar, on avait quelque chose de pionnier, c'est qu'au d'un bar entièrement dédié à la bière artisanale, il y en avait pas qui était aussi poussé que ce qu'on a monté sur Paris. Quand on est arrivé en 2012, en France, il y avait la Capsule déjà à Lille, qui était là, en bar pur je parle. La Capsule était là, le Super Coin s'était lancé 6 mois avant nous, bar de quartier, très engagé. Mais avec 3 becs. Et c'est à peu près tout. Les 3-8 étaient déjà là, mais n'étaient pas du tout sur la bière artisanale. Et nous, on a ouvert un bar avec 20 becs, rotatifs, très, très fort, que de la bière artisanale. Beaucoup de bières bouteilles, beaucoup de conseils et d'explications et inviter les brasseurs, et cetera. Donc, dans ce sens-là, on était pionniers et ça a fait un peu l'explosion aussi. On avait tout Paris qui est venu, tous les barman des bars à cocktails de Paris, des bars à vin, quoi. Tout le monde était là au rendez-vous, pour découvrir un peu ce concept et cet univers de la bière qui était à ses tout débuts. Il y avait déjà eu avant nous, il y avait quelques caves à bière, qui s'étaient installées, qui avaient déjà bien travaillé, un peu les gens à les convertir à la bière artisanale. Donc il y avait à l'époque, il y avait la cave à bulles, Brewberry, la cave, Chopin dans le 14e. Il y avait déjà un bière culte, peut-être un deuxième, un seul je crois au début. Et eux, ils avaient déjà fait une jolie petite clientèle. Puis non, il y avait une ou deux autres caves. Il y en avait une au marché Saint-Quentin qui était là. Voilà, donc on est arrivé comme ça en 2012 et le restaurant, c'est 2014. On a ouvert peut-être un peu trop tôt. Parce qu'on était très pionniers pour le coup, sur les accords mets et bières, sur une cuisine bistronomique. Ouais, parce que c'est vraiment je dirais la particularité, de l'établissement, c'est ce côté, accord mets-bière, qu'on retrouve alors moi je dis toujours qu'on retrouve pas assez souvent parce que dans la plupart des restos, tu vas avoir une cave à vin qui va être, énorme et quand tu vas vouloir, de la bière, tu vas avoir, 3 références, souvent, des indus. Alors que chez vous, il y a vraiment ce côté, mise en avant de la craft et le travail des accords. Ça, c'est vous qui les travaillez en interne ou comment que ça se passe pour justement l'élaboration de tout ça? Alors, ouais, déjà sur la un peu la différenciation maintenant qu'il y a plein de bons bars à bière à Paris, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Notre différenciation, mis à part d'avoir été le premier, reste aussi sur le côté pédagogique et ouverture. C'est-à-dire on n'a jamais voulu rentrer dans le côté hyper hype, mettre, que des trucs super geeks, et faire que ça. Donc on a toujours gardé un esprit d'ouverture, d'abordabilité, et d'éducation des gens. Ça, c'est vraiment un de nos critères, de base. On n'a jamais rempli la carte de NEIPA quand les NEIPA étaient à son top. C'était c'est On veut faire découvrir les styles en général. Et effectivement, le deuxième point, gros point de différenciation, c'est que depuis 8 ans, on a le restaurant qui est juste en face, où c'est assez sympa parce que d'un côté, il y a le bar pour, boire un coup, avec des potes, découvrir des choses et grignoter. Et d'un côté, le restaurant plus posé, on est servi à table, on n'a pas à se lever pour aller au comptoir. Et ce côté, qui est vraiment dédié aux accords mets et bières. Donc on a souvent les remarques comme quoi les gens viennent pour les accords mets bières et pour la bière. On a une clientèle qui est un peu différente. Donc sur le bar à bière, on a une clientèle, qu'entre 25 et 40 ans, tandis que sur le restaurant, bah, ça débute plutôt à 30-35 ans en général, jusqu'à 60 ans en général. Et les gens viennent pour la bière et sont assez surpris que dans l'assiette, c'est bon en fait. Parce qu'on est un restaurant avant tout. Mais voilà, c'est un restaurant qui est dédié aux accords mets bières. On a très peu de vin, on en a un peu quand même. Très peu de vin et donc c'est très différent de beaucoup de restaurants qui,
même si certains jouent un peu le jeu des accords et heureusement, il y a des restaurants gastronomiques et bistronomiques qui jouent ce jeu et qui dans leurs accords, mettent une bière. Même souvent, c'est pour faire baisser un peu le prix des accords parce qu'ils veulent se lâcher sur les vins, mais pas tout le temps. Il y en a certains qui mettent des gros lambics, assez spéciaux, et qui surprennent un peu leur clientèle avec ça, quoi. Voilà, nous, c'est vraiment on est dédié à ça et on se fait plaisir à trouver des accords, à surprendre le client et au final, c'est plutôt un jeu dans lequel on se prend assez vite, et qui est pas si compliqué que ça. Dans le sens où, avec la bière, on a vraiment une palette aromatique qui est assez large et on peut assez vite trouver le bon accord, qui va avec, voilà. Après, il faut équilibrer le repas, trouver, des bières d'un peu de différents styles, de différentes choses, surprendre au bon moment dans le repas, cadencer un peu le dîner, quoi. C'est sympa aussi à faire. Et toi, du coup, à la base, tu viens, du monde de la restauration ou pas du tout? Pas du tout, non. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique et j'ai, bossé, pas mal, quoi, quelques années, pas tant que ça finalement, dans l'informatique et j'ai tout lâché pour lancer le bar à bière en 2010. Donc, maintenant, j'ai plus bossé dans la bière que dans l'informatique. Ça y est, c'est à C'est peu près. Si je officiel. rajoute les études, non, c'est kiff kiff, mais si si je compte que le moment de boulot, ça y est, ça fait plus de temps. Donc non, c'était une reconversion totale comme mes associés, on est principalement 3 associés, de profil ingénieur, dont 2 le projet s'est construit avec Cyril et on était dans la même boîte en fait. C'est de là où tout a débuté, Romain est venu après, c'était un pote de pote, et puis Simon était le gérant de la cave à bulles et on l'a rencontré un peu dans ce cadre-là, quoi. Qui lui a jamais travaillé vraiment derrière le bar mais, fait partie de l'aventure depuis le début. Et a pas mal bossé, a bossé quelques années dans la distribution, dans la boîte de distribution. OK, donc ouais, d'abord le bar, ensuite le restaurant. Pour le restaurant, ça a pas été trop galère de justement trouver un chef, qui sache, enfin, quand vous faites les accords, vous partez d'une bière pour aller vers un plat ou est-ce que c'est un plat et ensuite vous y associez la bière, Alors on fait comme le font les restaurants gastronomiques, dans le sens où c'est le chef qui est libre, qui fait ses créations et dessus on cherche l'accord. Ça nous est arrivé sur certains événements de le faire dans l'autre sens, de déguster une gamme de bières d'un brasseur et de se dire: «OK, on va trouver des plats qui s'accordent avec». C'est un boulot beaucoup plus long, beaucoup plus périlleux. Parce que c'est beaucoup plus facile quand même de changer de bière si l'accord marche pas, on goûte, ça marche pas, on peut changer facilement de bière. Tandis que dans l'autre sens, c'est beaucoup plus complexe, quoi. Heu et notre carte change quand même assez souvent donc non, le chef est libre, fait son travail de chef qui est déjà assez complexe dans ce sens-là, fait ses créations, gère, ses fournisseurs, a essayé de trouver, des produits intéressants et par-dessus, la salle fait le travail de sommellerie, qui est d'accorder les boissons au plat. et du coup, est-ce que vous fonctionnez, vraiment comme les restaurants où vous avez constitué une cave? Enfin je dirais tu vois, classiques où il y a une cave à vin. Est-ce que là, vous êtes constitué une cave à bière avec des bouteilles que vous laissez vieillir, avec des millésimes? Ou alors que vous êtes plus sur des bières, je dirais, achetées, en fonction des sorties, des différentes Alors brasseries? ouais, non, non, on a une jeu bah, pour ceux qui sont déjà venus, ils ont peut-être pu aller voir dans la cave en bas, on a une cave privatisable en bas et on a mis, un verre qui donne directement sur la chambre froide. Donc on a une vue sur la cave de vieillissement où effectivement on a pas mal de lambics, quelques impérial stout, barley wine, et des sours, d'autres types de sours, en spontané ou pas. Alors après de là à dire, qu'on fait un gros travail de garder et cetera, c'est un boulot qu'on a voulu faire, qu'on n'a pas, on va dire, schématisé quoi. On a des vieux millésimes, mais parce qu'on les a quoi. Mais on n'a pas, on n'a pas fait malheureusement, mais parce que c'était très compliqué au niveau trésorerie de faire ça, de garder, tant de boîtes de
tant de cartons de telle année, de le faire la release que telle année, et cetera. C'est déjà beaucoup de risques pour un restaurant et c'est, parce que si le lambic a passé son meilleur moment, bah, il a passé son meilleur moment. Donc on l'a immobilisé, tant de temps pour finalement que ça soit pas si impressionnant. Mais si, on a quand même quelques millésimes sympas, et puis on a cet avantage d'avoir cette chambre froide à bonne température dédiée au vieillissement. Donc on a une jolie carte de plusieurs centaines de références de bières. Et comment que ça se passe au niveau du sourcing, des brasseries? Est-ce qu'il y a une personne qui est, dédiée à ça? Ou est-ce que c'est des fois les brasseries qui vous contactent? Comment ça se passe sur la sélection, en fait? Un peu de tout, je pense comme dans n'importe quel resto, hein. On a notre réseau à nous, effectivement, on connaît des brasseries, on a une relation avec, moi j'en connais pas mal, puis les gens qui travaillent aussi ont d'autres affinités avec d'autres. Donc on travaille pas mal avec ça. Et puis après, ben, quand c'est lancé en 2012, il y avait pas beaucoup de distributeurs. Maintenant, il y en a un peu plus. Donc, quand on doit chercher à diversifier, on va dire, notre gamme, en général, on fait pas énormément de stock ça a beau bien marcher, on n'a pas un volume, surtout, côté restaurant, on peut se permettre de prendre, 2 palettes, à chaque fois qu'on commande, même 1 palette par brasserie, voilà, en général, on les dispatche entre nos lieux parce qu'il faut les couler rapidement les palettes, quoi. Donc on fait un peu des 2. On fait un peu des 2. On va rencontrer les gens, on va rencontrer les brasseurs. Certains viennent, nous démarchent. Heu, c'est plus rare qu'on prenne des brasseries qui nous démarchent, parce qu'en général, celles qui nous intéressent, bah, il faut aller les démarcher. Ou alors on sait par tel client que telle brasserie va ouvrir, qui fait quelque chose d'intéressant et donc on essaie de le goûter un peu en avant-première et cetera. C'est un peu tout ce travail-là, quoi. Et justement, en 10 ans, enfin, tu vois, sur la période de 10 ans, il y a quand même eu beaucoup plus de brasseries françaises. Est-ce que vous avez, vous toujours bossé plutôt avec des brasseries françaises? Est-ce qu'il y a plutôt des brasseries étrangères? Est-ce que justement ça a changé durant ces 10 ans, tu vois, le type de brasserie, que vous proposez? Ou est-ce que c'est toujours à peu près, équivalent? Ah non, ça a beaucoup changé. Nous, on s'est donné depuis le début et on a essayé de s'y tenir. Je pense qu'on s'y est tenu. On s'est donné comme axe de faire 50 brasserie française, 50 internationale. Donc depuis le début, on a bossé les brasseries françaises. Donc, au début, pour avoir des IPA françaises, il fallait appeler, brasserie corrézienne, on bossait pas mal avec la Grivoise, avec les Garrigues, avec Fleurac, à l'époque. Hem Et après, au fur et à mesure, la scène brassicole française a quand même, bien changé. Il y a eu plusieurs tournants qui se sont faits, hem, donc voilà, ça a été de plus en plus facile de bien sourcer. On avait plus de choix et on pouvait un peu plus sélectionner. Mais on n'est pas tombé dans le jeu des brasseries étrangères, faire que ça, quoi. Hem, il y en a de plus en plus et je pense que le marché est quand même bien saturé en brasserie étrangère, qui trouvent moins leur place, maintenant que les brasseries françaises, sont quand même largement au niveau. Hem, mais voilà, on a donc toujours un peu varié un peu les 2. On a fait notre sélection et on était toujours à réfléchir quand on prend une brasserie plus éloignée de là où on est, il faut que la qualité ou l'originalité suivent. C'est-à-dire que, pour prendre une petite IPA sympa, un peu résineuse, on va pas aller chercher à l'autre bout du monde, quoi. On a ça très bien autour de chez nous et maintenant qu'on a des très bonnes NEIPA, à quelques kilomètres, on va pas non plus, les importer, de trop loin. Voilà, on essaie de rester axé, sur ce qu'on a au plus proche. Après, aux États-Unis, il y a quand même des super projets de bière acide. Ah, attends, pardon. Vas-y, vas-y. Si jamais dans le chat, vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. D'être en silencieux. Hem, donc voilà, ouais, on essaie de sourcer vraiment au plus proche et de jouer cet équilibre aussi à bon, on sait qu'il y a des brasseries plus hype, il y a une part de notre clientèle qui recherche, donc on veut les avoir, mais on veut pas leur donner, l'intégralité de la place dans notre lieu,
on cherche à montrer la diversité de la scène brassicole, à bien sourcer, mais pas avoir un tableau rempli de bières américaines hors de prix, quoi. C'est ça. Ouais, justement, tu parlais de local sur Paris. L'offre, au niveau des brasseries, elle s'est quand même, vachement étoffée ces dernières années. Est-ce que vous avez, eu aussi cette démarche de vous sourcer vraiment, au maximum, sur Paris? Ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose d'important au niveau du choix? Alors sur la fine mousse, il y a pas trop cet axe. Il y a un peu de manière naturelle parce qu'on veut des bières fraîches, bah, c'est plus simple de les avoir localement. Mais par contre, on a ouvert il y a 5 ans un autre lieu dans le centre de Paris, qui lui se dédie intégralement aux bières et aux vins, français. Donc ça s'appelle La Robe et la Mousse. On en fait déjà 5 ans et là, on a 16 bières pression et c'est intégralement français avec comme idée de travailler 50 bière locale, donc Île-de-France ou autour, et 50 reste de la France. Maintenant, on a un ou 2 guests, c'est un peu, on veut de temps en temps mettre un peu de lambic ou un peu de kernel, mais voilà, ce lieu est vraiment dédié à ça, donc pour le vin, ça c'est assez logique. On a même des spiritueux, tous nos spiritueux sont français, en fait. Heu donc voilà, donc dans ce lieu-là, oui, dans ce lieu, on bosse beaucoup avec, Brasserie O'Clock, avec, Sport, qui sont quand même pas très loin de Paris, avec, Brasserie Toussaint, avec, Bap Bap, on bosse aussi un peu, plus, bah, les classico-classiques avec qui on bosse depuis le début, Brasserie du Grand Paris, Brasserie de la Vallée de Chevreuse, voilà donc pas mal de local quand même. Et vous avez jamais été tenté d'ouvrir un brewpub ou de monter une petite brasserie, pour avoir votre production à vous? On y a réfléchi forcément quand on a quand même pas mal développé, donc on y a forcément réfléchi, mais en fait, on n'a pas eu la rencontre qu'il fallait avec quoi pour monter une brasserie, il faut le brasseur, en fait et nous, aucun de nous 4 n'est ou ne pouvait devenir ou ne voulait devenir brasseur, on avait l'âme de devenir brasseur. Donc voilà, donc ça devait commencer par, une rencontre avec quelqu'un qui s'associerait, en plus de trouver les bonnes conditions, financières pour, monter un projet de la sorte et trouver le financement pour, quoi. Donc voilà, ces 2 conditions ne sont pas arrivées, donc du coup, on n'a pas monté de lieu comme ça, si un jour elles arrivent, oui, ça nous ferait plaisir, c'est sûr. Même si, c'est quand même sympa de rester, soit en tant que bar resto, soit en tant que distributeur, de rester, indépendant de la production et de faire son travail de sélection et de proposition, sans avoir de biais de: «Ah mince, c'est ma bière, faut que je l'écoule, faut que je la vende» et puis, de plus devenir impartial un peu là-dessus, quoi. L'avantage des bars restos, c'est que voilà, quand on n'a pas de contrat, on est indépendant et on choisit, par rapport à la qualité du produit et par rapport à l'humain avec qui on veut travailler. Donc, quand on a sa propre brasserie, ben, on peut perdre un peu d'objectivité et comme on a travaillé beaucoup sur sa bière et ben, à la fin on dit: «Ah non, mais elle est très bonne» et de perdre cette objectivité de: «Ah maintenant peut-être ce brassin-là, il est peut-être pas aussi bon que ça». Donc c'est quand même l'avantage de pas avoir son lieu de production, on n'a pas cette pression-là. Et vous avez déjà eu l'occasion de faire des collabs quand même ou alors, Ah oui, on même a fait pas? plein, ouais, ouais. Non, non, on a fait beaucoup, beaucoup, heu, pas de manière systématique, à chaque fois c'était des occasions qui se créaient, mais là pour l'an dernier, on a quand même fêté nos 10 ans, donc on a voulu, marquer le coup et on a rempli les 20 becs de la Fine Mousse Bar, qu'avec des bières spéciales. Ah Donc cool. il y avait, bah, une collab avec la brasserie du Mont-Salève, il y en avait une avec Outland, il y en avait plein quoi. Il y en avait une avec Thirier, et puis on avait aussi fait un petit projet assez sympa, qui était on a acheté 1000 litres de lambic en Belgique, donc on l'a acheté en vrac, à un assembleur dont on n'a pas le droit de dire le nom, mais ceux qui connaissent bien le marché du lambic devineront assez vite parce que c'est pas si compliqué. Mais voilà, c'était du lambic, du jeune lambic que l'assembleur qui est pas producteur, avait fait vieillir 1 an. On l'a acheté en vrac, on avait fait plusieurs on avait
dispatcher les 1000 litres en plusieurs batchs. Et chaque équipe, donc il y avait une équipe au bar, il y avait une équipe à la distribution, il y avait l'équipe des fondateurs, etc. Chaque équipe devait pimper le lambic en faisant une macération qu'ils voulaient. Et on a mis donc le lambic pur tel quel et 5 autres lambics à la pression le jour des 10 ans, le week-end des 10 ans. C'était plutôt sympa de goûter un peu les différentes originalités. Si vous allez sur Untappd, il y a la fine mousse comme brasseur, mais bon voilà, c'était juste, on n'a rien fait de spécial. On a fait une macération dans du lambic qui était très bon, un jeune lambic d'un an très bon, simple et bon. Et du coup, il y avait quoi comme macération? Alors, les anciens de la fine mousse ont fait abricot séché et vanille. La fine mousse bar, ils ont fait une recette de la grand-mère et grand-père de Mathieu, qui fait ça avec du vin normalement. Ils ont récupéré des épines dans le jardin pour les mettre en macération dedans. Donc, des épines d'un arbre qu'ils ont dans le jardin. Et c'est très bon. Nous, on a fait ananas, quoi, les fondateurs, on a fait ananas et coco grillé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu la distribution qu'il a fait au gingembre, lambic gingembre. Et après, bon, la robe et la mousse et le resto, pour des circonstances de changement d'équipe, on n'a pas pu faire la chose. Et donc, il en restait un peu et on s'est fait un petit lambic mystère que seuls les vrais savent qu'est-ce qu'on a mis dedans, mais qui était sympa, qui était très agrume, petite pointe d'amertume, peu de quinine, un peu de. Voilà, donc, ceux qui savent, savent. Ceux qui savent, savent. On l'a appelé le lambic, et on peut deviner à partir du nom, on l'a appelé les petits cons. OK. Et du coup, au niveau alors donc il y a l'activité, bar, resto et il y a aussi vous avez d'autres activités? Parce que tu parlais, de distribution, sur les différentes équipes. C'est aujourd'hui vous faites aussi de la distribution, c'est ça? Alors, on en a fait quasiment depuis le début. En fait, on a commencé quelques mois après avoir lancé le bar. C'est grâce à un ami qui s'appelle Jean-Pierre Giannoni, qui est employé de la distribution depuis le début. C'est lui qui a vraiment lancé la distribution. C'est-à-dire que nous, on était encore derrière le bar. On avait à peine commencé à avoir un employé au bar que lui, il était déjà en train de démarcher. On avait pris au début juste 3 brasseries avec qui on s'entendait bien et on les représentait. On achetait un peu plus de stock. On avait un pote installateur de pression qui nous laissait de la place pour mettre 3 palettes. Et puis, c'était fait avec la voiture perso de mon associé Cyril, qu'on a bien détruit son break. On l'a bien, bien détruit parce que toutes les livraisons étaient faites avec. Donc voilà, c'était fin 2012 où ça a commencé. Donc, c'était même avant l'ère où Quentin de chez DBI bossait encore chez Blueberry à l'époque. Donc, il n'avait pas encore eu l'idée ou l'envie de se lancer dans la distribution. Et puis voilà, ça a évolué à partir de ça, donc à partir d'une volonté d'aider les brasseries françaises. Et on a importé relativement tard. Je pense que ça a dû se faire qu'un an après, je pense. Mon associé, donc 8 mois après avoir lancé mon associé Cyril, qui venait d'avoir son deuxième gamin, bon, a dit peut-être lever le pied sur le bar et est venu dans l'équipe de la distribution où il y avait que Jean-Pierre. Et du coup, à partir de là, on a pris un vrai entrepôt, on a pris une camionnette, on a commencé à importer, on a déroulé quoi. On a déroulé et puis maintenant on a 1000 mètres carrés d'entrepôt, on a plein de clients permanents, on a 2 commerciaux, quoi, une équipe de 4-5 personnes. Ça change entre 4 et 6 suivant les périodes. Donc c'est déjà c'est une petite boîte de distribution, hein, ça reste de la micro distribution. On a un axe qui est en même temps sur des endroits spécialisés. On importe des brasseries comme Crack en Italie, The Kernel. On apporte du Cantillon aussi, du Trifontaine de temps en temps, Cadelbrado, Kemker, quoi, des trucs assez pointus. Euh, Comme de l'importation un peu plus grand public qu'on aime beaucoup, comme The White Hag en Irlande, Kennedy Guerra en Italie. Et en même temps, beaucoup, beaucoup de brasseries françaises avec un axe sur l'inox qu'on a commencé déjà il y a pas mal de temps, il y a 6 ans.
On s'est dit: «Non, non, mais il faut pousser l'inox, le fût jetable, c'est bien, mais» voilà. Donc on livre 80 à Paris, 20 dans le reste de la France. Donc dans le reste de la France, c'est les endroits spécialisés qui peuvent s'acheter une demi-palette ou une palette. Là, l'avantage depuis 3 ans, c'est qu'on partage les locaux avec, Craft Beer France, qui est un autre distributeur, qui est un peu plus axé sur l'importation. Donc c'est plutôt pratique. Ça permet de mixer les palettes et d'avoir un catalogue, plus grand, plus proche de ce que fait Gourou ou DBI, qui sont spécialisés là-dedans du mixage de palettes. Voilà, entre Craft Beer France et nous, on doit avoir, facilement une trentaine de brasseries, je pense. Ça aussi, c'était vachement novateur, je pense, à l'époque, parce que maintenant, on le voit de plus en plus, des bars qui se mutualisent pour faire justement de la micro-distribution, mais si vous faites ça depuis, le début, c'est vachement, j vous Ouais, devez pas être beaucoup à faire ça au final et c'est assez malin, hein. on n'était pas beaucoup. C'est malin sans l'être. Dans le sens où il y a beaucoup de lieux qui se disent: «Ah ouais, bah, j'achète déjà à telle brasserie, où je fais venir une demi palette, une palette. Pourquoi j'achèterais pas un peu plus et je vais le vendre à droite à gauche?» Donc on a débuté aussi comme ça nous a valu d'être un peu blacklistés de lieux qui comprenaient pas ce qu'on faisait, en se disant: «Non mais vous êtes un bar, pourquoi on vous achèterait à vous?» et cetera. Tandis qu'on a quand même assez vite, eu des personnes dédiées à ça. Il y a eu 2 personnes dédiées à ça. On avait un entrepôt, on avait des camionnettes, quoi. On faisait vraiment le boulot. Donc la boîte s'est séparée et s'est appelée la Compagnie des boissons vivantes qu'en 2017. Mais voilà, les 5 premières années, ou 4 premières années, on va dire, c'était déjà une part entière. Et il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas, qui préféraient privilégier un pur acteur, plutôt que nous parce qu'on avait deux sociétés de business. Et le monde de la bière craft était encore plus que maintenant, très axé, «Ah non, la bière craft, c'est pas du business», heu, vraiment axé, ultra puriste, chose qu'on est aussi partiellement, mais voilà, on pense qu'on peut quand même faire du business, monter des sociétés. On est très loin d'avoir, l'esprit, ultra école de commerce, à faire du fric dans tous les sens et s'en foutre. Ceux qui nous connaissent bien le savent, mais voilà. Au début, on nous a un peu blacklistés, certains lieux nous ont blacklistés. Beaucoup nous ont suivis et étaient très contents qu'on fasse ce boulot. Et là où je voulais en venir, c'est que, oui, il y a pas mal de lieux en France qui se lancent là-dedans. Et je pense que beaucoup, alors pas tous, hein, bien sûr, se rendent pas compte du boulot que c'est de monter une boîte de distribution. Dans le sens que c'est des problématiques, complexes de 1 de logistique et 2 de, gestion de trésorerie, de gestion de flux financiers, administratifs, de relancer les impayés et cetera. Et donc on a vu quand même quelques lieux qui sont lancés dans la distribution, arrêter un moment parce qu'ils ils voyaient que ça les dépassait, quoi. Ça dépassait largement le flux financier de leur propre lieu, leur propre bar ou cave, parce que c'est pas le même boulot, quoi. La marge est infiniment plus petite et donc du coup, les volumes sont beaucoup plus gros et donc du coup, la gestion de l'argent est beaucoup plus gros et donc complexe, quoi, et périlleuse. Donc même le Bruberry avait commencé à distribuer au tout début. C'était les premiers qui importaient du il y a un importateur en Danemark qui envoie beaucoup de bières américaines très spéciales. C'est une boîte, qui appartient à JP de Evil Twin et d'autres associés. Et eux, ils l'importaient, ils le redistribuaient. Ils ont fait ça au début. Mais voilà, ils n'ont jamais pris le pari de prendre un entrepôt, de prendre des camionnettes et de faire comme ça, quoi. Donc voilà. Donc je trouve ça bien. La micro-distribution, c'est génial. Je pense que c'est bien et ça permettra de couvrir plus le territoire et de livrer des lieux qui ont pas la capacité de s'acheter une palette à un distributeur dédié. Parce qu'en micro-distribution, on peut acheter deux trois cartons et si le micro-distributeur n'est pas trop loin, il les livre, quoi. C'est ça qui est pas mal, c'est vraiment l'avantage. Mais attention à bien réaliser que c'est un boulot à part entière et que c'est un business à part entière avec son modèle à part entière, quoi, qui est complexe. Ouais, parce que là, souvent quand on se dit: «Bah, tiens, je vais me lancer dans de la micro-distribution», on se dit: «Bah, tiens, ça va me permettre des fois de raccourcir, en fait, le circuit entre la brasserie et mon établissement»
et au final, augmenter sa marge, mais c'est vrai qu'on ne pense pas Voilà, ça c'est forcément à tout l'erreur. ce qu'il y a autour, ouais. Bah, c'est oui, que OK, c'est génial. C'est un peu de l'arnaque pour le brasseur parce qu'au final, si c'est pour faire ça, c'est pas le but, quoi. Le brasseur, il propose pas un meilleur prix à un micro-distributeur pour que sa cave, marche mieux, c'est pas le but. Donc c'est bien pour engranger d'avoir une cave, achetée, et l'idéal, c'est quand même que la cave ou le bar achète au même prix à son autre boîte de micro-distribution. Ça me paraît honnête et fair. Mais oui, un micro-distributeur, il est censé faire plus de volume que sa cave. Donc c'est tentant de se lancer là-dedans, mais voilà, faut faire attention que ce soit pas un peu une arnaque pour la brasserie, et après dans la croissance, faut faire gaffe à la croissance, quoi. Et justement, aujourd'hui, on voit qu'il y a avec l'inflation, les brasseries qui commencent à avoir leur coût de fabrication qui augmente, je veux dire, ça c'est un peu de tout là, il y a le mat là, qui a encore pris 7%. On sait que l'eau augmente, l'électricité, le gaz, des fois c'est l'enfer. Est-ce que toi tu l'as déjà, ça a déjà impacté, votre activité, soit la distrib, soit déjà au niveau du bar? Est-ce que ça vous a obligé à repenser un peu, votre manière de fonctionner? Hem, Pas directement. Il y a beaucoup de brasseries qui ont bien mis du temps avant de commencer à monter leurs prix. Donc du coup, la chaîne d'augmentation, beh, met un petit peu de temps à se mettre en place, on va dire. Donc certains l'ont fait assez tôt. Là, elles font toutes cette année, en début d'année, les nouveaux prix, bah, toutes l'ont augmenté de plus 5% à plus 15%, je pense à peu près, entre les 2, en le justifiant de manière totalement justifiée parce que tout a augmenté, quoi. L'énergie augmente, même si, il y a un bouclier tarifaire qui protège les petites boîtes, mais il y a quand même au moins plus 15% d'augmentation d'énergie. Le malt, ouais, la levure, tout a augmenté, l'eau, et donc du coup, bah, les caves et bars, on a un temps de latence de réagir qui est un peu plus long. Pour des endroits spécialisés comme la fine mousse, où nous, en fait, on prend le prix d'achat, et comme on achète plein de choses différentes, plein de bières différentes, bah, c'est suivant le prix d'achat, on a tel prix de vente. Donc du coup, ça se fait au fur et à mesure quand, on reçoit un fût, si on l'achète tel prix, bah, ça va être tel prix de vente. Donc voilà, ça va se faire au fur et à mesure, tandis qu'un lieu qui lui a des becs permanents, bah, c'est un peu plus impactant parce que, voilà, il a un prix de vente parce que c'est son bec permanent, il a pas, 20 impressions, donc du coup, il va devoir passer son demi de tel prix à tel prix. Donc, c'est assez marquant, comme augmentation, c'est sûr. C'est plus un choix sur le moment, quoi. Pour les lieux spécialisés, ça se fait au fur et à mesure que les prix augmentent, bah, du coup, on augmente un peu à droite à gauche et ça se fait de manière assez naturelle. Tandis un lieu fixe le fait de manière un peu plus, brutale en se disant, bah, du jour au lendemain, bon, bah, là, je passe mon demi de, 3 € à 3,50 € quoi, ou à 4. Hem, ouais, voilà, principalement pour ça, Parce que justement, on sait que souvent la chaîne, elle fonctionne toujours par coef, tu vois? Où tu vas avoir le brasseur qui vend un certain prix, le distrib qui va appliquer un coef, le caviste qui va appliquer un coef, le bar qui va appliquer, un coef. Est-ce que ces augmentations, elles vont un peu remettre en cause ce système de fonctionner par coef? Parce qu'il y a un côté exponentiel. Tu vois, pour contenir un peu le prix final au niveau du consommateur, est-ce que vous avez déjà commencé à soit, comme dit, à adapter les coefs ou les adapter en fonction des produits, ceux avec des tu vois, avec un prix final un peu plus élevé ou tu réduis un peu les coefs? Pour l'instant, c'est vous en êtes où, bah, ça se fait. Ouais, il y a 2 choses à dire là-dessus. Bon, c'est déjà que ça se fait de manière un peu naturelle, dans le sens où effectivement le prix final peut pas être trop élevé. Parce on sait aussi que, notre clientèle, bah, va pas pouvoir payer des bières très super élevées, genre, sur des Naipa, qui sont déjà, assez chers, de manière justifiée, mais ça a toujours déjà été assez cher. Bah, si le prix vraiment s'envole, à un moment, il faut arrêter quoi.
le demi à 7-8 €, voilà, un demi à 9 €, pour une bière où on est censé le boire comme ça, ben non, c'est pas possible, point. Heu, donc ça, de manière naturelle, ça se fait, mais du coup, le bar se retrouve un peu, écrasé entre, le client final qui ne peut pas, payer tant que ça, parce qu'il faut que que les salaires de tout le monde augmentent au fur et à mesure et pareil, il y a une latence, je pense, dans toute l'augmentation des salaires de tous les métiers et que ça se fait pas de manière instantanée. Je pense que l'inflation va aller, plus vite que l'augmentation des salaires malheureusement, et j'espère que beaucoup de boîtes vont réagir pour augmenter, bah, pour s'en rendre compte et augmenter l'ensemble. Donc voilà, donc ça, on est un peu serré là-dessus et après, cette réflexion de marge relative et marge brute, on l'a régulièrement. C'est-à-dire que et quand on parle un peu, business à des gens qui ont pas géré de business, c'est une des premières remarques, c'est ça, c'est: «Ah bah oui, mais alors, mais là, tu pourrais, juste mettre une marge brute et du coup, le demi serait beaucoup moins cher et puis toi, tu t'en sortirais aussi» et cetera. Mais en fait, c'est compliqué de gérer une boîte en marge absolue, parce que, tout le côté trésorerie, ça marche en relatif et alors là, surtout pour la distribution où c'est beaucoup de flux d'argent avec des marges très petites, c'est impossible, c'est vraiment impossible, parce que, sinon il faudrait, devoir emprunter beaucoup plus d'argent pour gérer sa croissance et son flux. Donc ça, c'est, totalement impossible. Mais je pense que toutes les boîtes, analysent en flux relatif parce que pour la gestion d'une boîte, ça marche comme ça, en fait. Donc après là où c'est vrai et c'est ce que nous on fait depuis longtemps et là on le fait, beaucoup plus sur les bouteilles, c'est que voilà, quand il y a un produit qui est un peu plus cher, ben, la marge absolue est quand même un peu plus élevée, donc tu te dis: «Bon, ben, là, on va un peu écraser les prix, quoi». Heu, il y a beaucoup de restaurants étoilés qui font pas ça, justement, quand ils ont des grosses quilles, chères, bah, ils font leur facteur multiplicatif. Mais quand c'est pas le cœur de vente, le cœur de le métier de vente, on peut se le permettre pour des produits chers. Donc nous, tout ce qui est, justement grosses bières américaines importées, en général, nos facteurs, se réduisent beaucoup parce que, en marge absolue, on s'y retrouve effectivement et en marge relative, bon, bah, c'est pas grave, quoi. Mais on se permet ça parce que, 95 de notre vente, c'est pas ça. Alors qu'un étoilé, il peut pas se permettre ça parce que, il vend que des grosses quilles de vin. Donc s'il faisait ça, il tuerait son business. Voilà, après un bar à bière qui vend quand même, beaucoup, d'IPA, de saison, de petites bières légères, bah, il peut pas se permettre ça sur ces bières-là parce que sinon il y arriverait pas. Mais par contre sur une fois de temps en temps, un gros imperial stout, ou autre, bon, bah, pourquoi pas, quoi. C'est pas pour le volume, que ça représente que ça va tout changer et ça fera plaisir aux gens et ça fera venir des gens pour ça. Voilà, donc nous à la Findus, c'est un peu cette philosophie et là, on a relancé après le Covid, on s'est un peu adapté. On a installé, 2 frigos, dans à emporter en fait quoi, sur place ou emporter, mais qui sont beaucoup plus visibles que ce que ça n'était. Et effectivement, on travaille on fait un facteur multiplicatif qui est proche du caviste et on rajoute une sorte de petit droit de bouchon. Donc ce qui fait que les bières, peu chères, bah, se retrouvent à des prix bars normaux. Mais par contre, les bières très chères, on les a quasiment en prix cave. Parce que, je sais pas, une bière qui serait vendue chez un caviste à 18 € la grande bouteille, bah, chez nous sur place, ça le sera à 23. Donc ça serait, quand même assez proche de ce que c'est. Donc, avec ce système de droit de bouchon, c'est plutôt pas mal pour le consommateur, parce que ça limite effectivement le facteur multiplicatif qui peut s'envoler. Ouais, parce Mais que du encore une coup fois, ça marche parce que pour nous, c'est une activité annexe, qu'on fait ça en plus, que les bouteilles, c'est fait pour faire plaisir aux gens et qu'on vit grâce aux pressions. le droit de bouchon, c'est un droit de bouchon fixe du coup? Ouais, on a un droit de bouchon, en fait, on le présente dans l'autre sens. Nous, on fait à emporter, c'est moins 3 € sur tout sauf les 75, moins 5 €. OK. Ouais, Mais ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, on est assez content de on fait beaucoup d'emporter du coup. Comme on a des prix cavistes et que les gens, le réalisent, bah, ils viennent, chez nous.
De temps en temps, ils nous disent, comme nous, c'est une activité annexe, de temps en temps, ils nous disent: «Ah ben vous êtes moins cher que que tel caviste, que tel machin». Donc ça arrive, c'est plutôt sympa s'ils viennent pour ça, parce qu'en général, ils restent, ils prennent quand même une ou 2 bières. Et du coup, ça fait 10 ans que tu fais ça, est-ce que toi tu as observé je dirais parce que tu as peut-être une clientèle qui est quand même sensibilisée à la bière, mais est-ce que tu as vu une évolution dans les habitudes de consommation des tu vois, les types de bières? Est-ce que tu vois aussi parce que d'un coup on dit: «Tiens, à un moment c'est la mode de l'IPA», après tu as un retour, sur, tout ce qui est plutôt lambic, fermentation spontanée mixte. Après, des fois, tu as un peu un petit retour des lagers. Est-ce que toi, tu le sens au niveau de ton établissement ou au final, c'est assez varié, je dirais, sur les types de bières consommées? Alors c'est le gros débat, de toute façon, chaque année, c'est quelle est la nouvelle tendance et qu'est-ce qui va se passer? Hem, mais bon, pour être clair, ça a toujours été l'IPA qu'on a vendu beaucoup, quoi. Donc peut-être au tout début, il y a 10 ans, on vendait plus, on va dire, de blondes de base. On a un bec un peu abordable de petites blondes et de bière triple. On a toujours eu un bec de bière triple. Ça, on en vendait peut-être plus au début, mais depuis, facile 7-8 ans, c'est l'IPA qui a clairement devancé tout. Et vu qu'on limite le nombre de becs, bah, les fûts d'IPA, ils coulent effectivement plus vite. Et là, ces dernières années, c'est clairement la NEIPA qui a devancé. Mais bon, tout ça pour dire que, qu'on a quand même remarqué depuis quelques années que les gens sont beaucoup plus curieux, vont beaucoup plus facilement sur les bières acides, où avant, il fallait expliquer plein de fois, dire attention, machin. Là, quelqu'un qui connaît pas un lambic, qui est un peu curieux, on lui fait goûter, il aime, il tourne à la soirée au lambic. C'est assez sympa. Donc les gens sont quand même beaucoup plus curieux, ont quand même bien entendu parler de la bière maintenant, donc même quelqu'un qui consomme pas souvent, il va oser. Ils sont plus enclins à payer un peu plus cher certaines bières quand ils comprennent ce que c'est. Donc on peut un peu plus se lâcher sur une partie du tableau où il y a des bières un peu plus chères, voilà, parce qu'elles sont plus chères et on leur explique. Et donc ça marche mieux qu'avant, ça c'est sûr. Heu Voilà, après sur les nouvelles tendances, il y a toujours plein d'articles dessus, on me demande à chaque fois, chaque année, je ne saurais dire, j'espère que les lagers de qualité, seront la nouvelle tendance, mais ça fait déjà pas mal d'années que j'espère ça et j'espère que la fermentation quoi, que les sours vont un peu, devenir un peu plus clairs dans la tête des gens qu'il y a pas que les sours et que, une petite, fermentation, lactique, en kettle sour, ou une fermentation spontanée, ça a rien à voir comme boulot ni comme produit et que c'est pas juste une sour. C'est voilà, c'est 2 choses totalement différentes, quoi. Beaucoup plus que dans les IPA où, au final une IPA, c'est une IPA, on met des houblons différents, on a des recettes différentes, OK, on a des techniques différentes entre les NEIPA et les IPA, mais voilà, dans les sours, ce que j'espère et nous on se bat pour, c'est montrer que c'est beaucoup plus complexe, quoi. C'est beaucoup plus différent, et que le boulot que fait le brasseur peut être très différent entre une sour, enfin sour kettle avec, blindé de purée de fruits et une fermentation spontanée, vieillie en fût et puis après réassemblée, et peut-être des fruits frais dedans, quoi. Ça a rien à voir comme produit au final. Justement, enfin en France, pour en revenir là-dessus, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de brasseries, qui se mettent à faire, que ça soit de la barriquée, je dirais au sens large, hein, que ça soit, de la spontanée, de la mixte, différentes choses. Est-ce que, toi, c'est quelque chose où enfin que c'est une tendance que tu aimes bien, tu vois? Le côté où si avant, si tu voulais des lambics ou tout ce qui était en barrique, il fallait plutôt aller du côté de la Belgique. Mais là, il y a une vraie offre qui s'étoffe, en France. Toi, c'est des bières que tu aimes bien? Quelque chose que tu trouves intéressant? Alors déjà moi je prêche depuis longtemps pour et qu'on essaie de trouver notre propre identité en France, ou en Italie, ils ont réussi à la trouver, même en Angleterre qui sont très sur le côté américain, je trouve qu'il y a une vraie identité de comment ils interprètent le houblon, ça et en France, on a toujours suivi, malgré des styles, des styles, purement français comme, bah, peut-être pas purement, mais très très axés France,
comme les saisons dans le nord, comme, certaines lagers et pils, dans l'est. Ça, on avait quand même des styles ou les bières de garde, et cetera. Donc on n'a jamais vraiment trouvé une identité et le fait qu'on commence à les trouver par les barriques, on l'a pas je pense pas qu'on a encore notre style à nous dans les barriques. On a encore à beaucoup, copier, s'inspirer et cetera ou, on n'a pas encore, exactement, ce qu'il faut, mais on a un tel spectre dans les spiritueux et dans l'offre de spiritueux en France et une telle culture de spiritueux et de vin aussi, que c'est tout à fait naturel qu'il y ait de plus en plus de brasseries qui poussent là-dessus et qui aillent là-dessus et donc je suis ravi. Moi, c'est des bières que j'adore dans la boîte de distribution, j'ai toujours poussé pour, faire des importations de bières de fermentation mixte ou spontanée, qui sont très dures à vendre. Le marché croît très, très lentement là-dessus, et il faut qu'ils aillent plus loin que les passionnés de bière, parce que les passionnés de bière, il y en a un certain nombre qui heureusement croît un petit peu, mais c'est quand même lent comme croissance par rapport à l'offre qu'il y a. Donc il faut que les gens qui s'intéressent aux fermentations mixtes ou spontanées, soient plus loin, quoi, que les gens qui s'intéressent au vin commencent à découvrir ça, et cetera, quoi. Donc non, non, moi je suis super content que tout ça avance. Il y en a de plus en plus. L'an dernier, il y avait, Ale du Sour Organ Festival qui m'avait demandé, qui il faudrait inviter en France. Donc je lui ai donné une petite liste. Et finalement, c'est Ammonite et Montagnard qui sont venus. Et j'étais super content qu'il y ait des Françaises déjà au Sour Arrogant. Il y avait déjà Mickaël Monsalef, je crois qu'il avait été invité une fois ou deux. Mais voilà, c'est vraiment génial, quoi. Donc là, je continue. Maintenant, il m'a plus demandé, mais je continue à lui dire, mais regarde telle brasserie, là à Montpellier, il y a Malpolon, il y a Sacrilège, et puis regarde là aussi. Essayer de lui dire, voilà, qui s'axe là-dessus. Et des brasseries comme Sacrilège qui font que ça, c'est quand même génial. Qui se dédient intégralement à la fermentation mixte et au travail du raisin. C'est ce qu'il nous faut en France, je veux dire. Puis en plus, ils ont un axe où ils essaient de rester dans l'abordable. Donc, ils travaillent beaucoup sur le marc plutôt que le fruit pour faire que les prix n'augmentent pas trop. Et donc, ça, c'est pas mal aussi. Essayer de, que souvent, il y a quand même, pour avoir vendu pas mal de bières de fermentation mixte à des clients, il y a les gens dans le monde du vin comprennent pas qu'une bouteille de bière puisse être aussi chère qu'une bouteille de vin. Euh, et, euh, et j'avais demandé il y a une brasserie italienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Sieman, Sieman. C'est un petit vignoble de 4 hectares. C'est 3 frères qui ont récupéré ça, qui ont d'abord travaillé le vignoble et puis il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans, ils ont commencé à monter une brasserie, parce qu'il y en a un des 3 qui était brasseur et qui bosse le fermentation mixte d'abord, les grapes ale beaucoup et les spontanés. Et puis il m'avait envoyé un peu l'argumentaire de expliquer pourquoi un vin naturel, entre un vin naturel et une bière, d'où vient le prix, pourquoi la bière est à ce prix, etc. Et puis voilà, il y avait le côté investissement sur les machines qui est assez conséquent, le suivi, il y avait le risque aussi, bon, qu'il est aussi dans le vin naturel, mais on a des outils pour le contrôler. Euh, et, euh, et voilà, les principaux arguments, quoi. Donc c'est assez intéressant de le faire, mais bon, pour arriver jusqu'aux cavistes qui comprennent il va vendre une bouteille de bière 15 euros, tandis que ces bouteilles de vin, elles sont entre 10 euros et 20 euros. Voilà, il faut quand même argumenter, il faut quand même expliquer la chose et que les clients connaissent déjà un peu ce qu'il va avoir dans la bouteille, quoi. Quand on arrive chez un caviste, bon, si on achète un petit gamay, on va savoir que c'est un petit gamay, mais si on achète une bouteille de bière, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est pour ça que beaucoup de cavistes continuent à surtout acheter des bières, des petites bières blondes ou maintenant des IPM et osent pas trop jouer le jeu des bières un peu plus expérimentales. Tu l'avais évoqué, rapidement avant, toi, ça t'arrive, dans le resto qu'il y ait des gens qui connaissent pas ce type de bière et qui au final, fassent tout le repas, est-ce que, est-ce que tu penses que vous avez enfin, est-ce que tu as souvent des gens qui atterrissent dans le resto
«par hasard» entre guillemets et qui découvrent vraiment cette palette que peut, proposer la bière? Ou est-ce que c'est souvent des gens qui viennent, parce que vous avez, ce choix, en bière? Un peu des 2, un peu des 2. De temps en temps, c'est des cadeaux qu'on va faire l'un et l'autre, puis la famille arrive, donc il y a toujours un ou 2 qui aiment pas la bière et en fait, nous, et je pense dans beaucoup de bars à bière, c'est un peu le défi à chaque fois que quelqu'un dit, «Ah ben j'aime pas l'amertume» ou «J'aime pas la bière», que ce soit au bar ou au resto, c'est le défi de, bah, dire: «Non, non, mais c'est que tu as pas goûté les bonnes bières. On va trouver quelque chose qui te correspond». C'est assez surprenant de voir le nombre de gens qui disent: «Ah ben j'aime pas la mer» et qui en fait aiment la mer. C'est juste que déjà certains confondent la mer et l'acide et d'autres ils ont goûté de l'amertume mais pas dans genre l'amertume qu'il y a dans les Heineken, en mode un peu qui racle un peu au fond. Voilà, c'est pas une bonne amertume, donc il y a différents types d'amertume. Donc c'est un peu le défi à chaque fois d'amener la personne vers découvrir qu'il y a plein de facettes à la bière et les bières acides aident beaucoup. Quoi, les IPA aident beaucoup dans le côté waouh et les bières acides aident beaucoup dans le côté, justement pour les personnes qui ont vraiment un problème avec l'amertume, qui ont pas adapté leur palais à l'amertume. Et sur le côté restauration, c'est vraiment passionnant parce que, on y arrive beaucoup plus facilement. La personne qui est devant son plat, qui est en train de goûter, qui est en train de vivre une expérience, cu gustative, culinaire, elle est beaucoup plus enclin à boire une boisson, et à s'intéresser au goût de la boisson. Alors que dans le bar, faire en sorte que les gens se concentrent sur le goût, la sentent bien, se concentrent, c'est pas aussi simple. C'est que dans le resto, ils viennent là pour ça en fait, ils viennent là pour l'expérience. Donc du coup, ils s'y plongent totalement et ils se retrouvent, à boire des bières noires, tandis qu'ils juraient de jamais boire de bière noire, qu'ils trouvaient ça trop ainsi ou trop cela, quoi. Donc c'est assez rigolo là-dessus. Donc c'est effectivement beaucoup plus facile au resto et et très sympa, de faire découvrir tout ça. Et comment que ça se passe? Vous proposez des menus, avec des accords déjà faits ou est-ce que les gens viennent et vous di en discutant avec eux, vous faites, l'adaptation, ce qu'ils vont boire? Déjà, est-ce que c'est au verre? Est-ce que c'est à la bouteille? Comment ça Alors s'organise? on a effectivement un menu, on a 2 menus, on a un menu entrée plat dessert et un menu dégustation en 6 plats, et on a déjà travaillé les accords. Donc sur chaque plat, on a déjà réfléchi entre la salle et la cuisine. On a la chance de souvent avoir des personnes en cuisine qui s'intéressent à la bière, heu, d'avoir travaillé déjà des accords. Donc on a le conseil du sommelier qui est sur le menu. Donc si les personnes suivent les accords, on déroule les accords et à chaque fois, c'est un petit galopin qui arrive avec chaque plat, quoi. Si la personne veut y aller en mode un peu plus freestyle, on est là pour conseiller puis elle va dire: «Ah ben là, j'aurais bien aimé une IPA». On va dire: «Ah non, peut-être pas sur ce plat-là, peut-être plus sur celui-là» et puis, adapter suivant ce qu'ils veulent en et ça crée une sorte d'échange. Ce qu'on aime bien aussi, c'est échanger parce qu'au final, les accords, il y a il y a pas de il y a plein d'accords possibles et c'est plus dans la discussion, avec le client où il va dire: «Bah, là, j'étais pas d'accord avec vous, je trouvais ça marchait pas tant que ça, peut-être que celui-là marcherait». Et puis voilà, il peut peut-être commander un autre verre, goûter, tester, échanger. C'est assez rigolo quoi, de remettre en question aussi les choix du sommelier. Où, souvent on nous dit qu'on choisit bien, mais voilà, on aime bien être critiqué aussi dans le bon terme et dans le bon sens, mais dans le mauvais sens aussi, c'est ça qui fait évoluer, puis on a des clients qui ont des gros palais, ou des idées d'ailleurs aussi. C'est souvent une idée en se disant: «Ouais, on va peut-être faire, ressortir tel goût si on, lui rajoute de l'acidité ou si on lui rajoute telle saveur», bah, c'est comme ils pourraient le dire sur les plats en disant: «Ah ben ça pourrait être sympa de rajouter ça dans le plat parce qu'il manquait de ça». Et est-ce qu'il y a déjà des restaurants qui sont venus vous voir en disant: «Bah, on aimerait, proposer aussi, de la bière, tu vois, en accord avec nos plats» et qui sont venus chercher un peu des conseils, chez vous? Est-ce que, ou pas forcément? Alors c'est quelque chose quoi, ça fait pas mal de temps que je réfléchis là-dessus, sur, le côté un peu, proposer des services de conseil justement à des restaurants. C'est pas un créneau où, je pense qu'il y a des birologues qui pourront maintenant il y en a quand même pas mal en France qui pourront plus le dire, mais je crois pas que ce soit un créneau très, porteur.
dans le sens où, les restaurants ont quand même un staff assez réduit, ont pas spécialement d'argent à dépenser pour aller, chercher du conseil ailleurs. Et quand ils ont, cet argent ou cette volonté de se perfectionner dans les accords, bah, ils embauchent un sommelier dont c'est le boulot. Parce que le sommelier, il est pas censé s'y connaître qu'en vin. Voilà. Après, on a déjà eu pas mal de sommeliers qui sont venus au restaurant pour voir ce qu'on faisait et essayer de comprendre et voir d'autres facettes de la bière. On a eu un sommelier, qui bossait pour un resto qui était très sympa, je sais pas s'il existe encore, qui faisait, que du sucré. Il travaillait le sucré. Donc, il y avait quand même des plats et des entrées et des plats. C'était des légumes, mais c'était le côté sucré des légumes qui les intéressait. Donc c'était pas que des desserts, c'était vraiment voilà, le sucre dans le plat. Et lui, dans ses accords, il mettait de la bière. Il mettait des bières, ils avaient un accord, ils avaient l'accord et puis l'accord un peu plus cher et en fait, souvent ils rusaient sur le côté choisir des bières intéressantes, mais pas forcément chères pour, essayer de contrôler le prix des accords pour pas que ça s'envole, et c'est vrai que pas mal donc j'étais allé une fois, il avait mis une page 24 brune, donc une bière, abordable, hein, et qui marchait super bien sur le plat, mais vraiment super bien. Donc on goûtait, on disait: «Waouh, c'est génial, quoi» et donc ça, c'est assez sympa en tant que restaurant de pouvoir, proposer ce waouh avec une bière, qui va te coûter, 2,50 € dans une cave, quoi. Et est-ce que vous avez aussi, des quilles un peu exceptionnelles, en cave? Tu vois, des fois, tu as des comme tu sais, des fois, tu as des bouteilles de vin où tu vas avoir des bouteilles de vin ultra chères. Est-ce que vous avez aussi, des quilles un peu exceptionnelles que vous proposez? Et surtout, est-ce que ça intéresse des gens ou alors pas forcément, vous restez dans des choses, je dirais, raisonnables? Non, non, on a une jolie carte bah, toujours dans la cave de vieillissement, on a pas mal de bières et des bières, oui, qui peuvent monter à 40, 50, 70 €. Jamais été au-dessus de 70, sur, des Trifontainen ou des cantillons assez rares, on a la chance d'avoir été sélectionné pour, Bocaux Rider, donc là, ça fait un moment qu'il en propose plus à l'export, mais voilà, on a eu des Poco Rider et effectivement, il y a des gens qui viennent pour, mais plutôt des gens assez pointus en bière qui savent que, ils vont pouvoir boire, tel loup pépé, ou telle, heu, ou telle bouteille chez nous et où ils voient ça à la carte et ils y vont directement, quoi. Beaucoup des Américains qui hésitent pas parce que chez eux, c'est 10 fois le prix, mais voilà aussi quelques passionnés ou quand c'est l'anniversaire d'un beer geek qui vient parce qu'il sait qu'il pourra en profiter, quoi. Ouais, tu as aussi, bah, ça, les Américains, c'est toujours le un peu particulier, je crois, c'est chez Cantillon, il y avait comme ça un Américain qui venait, en fait, lui, il croyait que le prix de la bouteille au bar, c'était pour des verres, quoi. Ouais. Il est tellement habitué à des prix, stratosphériques, donc ouais, vous avez vraiment c'est aussi cette clientèle d'Américains ou c'est assez rare aussi? On en a, ouais, ouais. Ça s'est un peu réduit après le covid, justement, mais ils sont quand même revenus. Heu, oui, oui, on en a où, bon, ils regardent pas trop le prix. Après, je pense que dans la bière en général, ça reste sur des prix totalement, contrôlés, mais effectivement, ils se prennent une bouteille de bière, de 75 à 20 €, ça les dérange pas du tout. Ils y vont, sans réfléchir et voilà, les quelques rares qui sont à 30 ou 40 ou 50, ils y vont aussi sans réfléchir. Et justement là tiens Greg. Dire lanterne qui est arrivé. Ouais. Et justement là, au niveau, est-ce que, tu as rentré, des brasseries récemment, tu vois, genre sur lesquelles tu as eu des coups de cœur, que ça soit en barriqué ou pas forcément, hein? Est-ce que tu as c'est quoi les ouais, les nouvelles rêves que tu as rentrées récemment et qui t'ont vraiment surprise, Alors ça dépend lequel récemment, mais moi c'est la brasserie Kemker que j'affectionne particulièrement, qui est quand même assez récente en France, et j'adore leur travail, quoi. Que ça soit sur les cidres, qu'ils font ou sur les bières de fermentation mixte, il y a vraiment des choses sans sas, voilà donc ouais, je pense que je dirais Kemker sur cette question. cool, hein?
Bah, je sais pas, je pense que je suis arrivé à peu près au bout de toutes les questions que j'avais. Je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont encore des questions ou si toi tu voulais, aborder un sujet, en particulier, Heu, je n'ai rien en tête comme ça. Non, j'ai rien de spécial en tête, non, je trouve ça ouais, juste dire que, ouais, je trouve ça assez cool l'univers de la bière, et la solidarité qui existe. Je pense qu'on a quand même beaucoup de chance en France d'avoir une communauté de bière qui reste assez petite, et assez soudée. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques en ce moment et de choses qui éclatent et qui doivent éclater, c'est normal. Mais globalement, quand on compare à d'autres pays, que ça soit aux États-Unis, en Italie, où il y a quand même ouais, je sais pas, il y a plus de rivalité entre l'un, entre l'autre et cetera et en France, je pense qu'on on réussit bien à garder une solidarité et que ça soit, entre brasseurs, mais aussi, avec la clientèle, on va dire de passionnés, heu, qui reste très intéressés ou, dès que tu as un événement, bah, ils vont discuter, ils vont voir et ils sont plutôt bienveillants et à soutenir la brasserie et le côté indépendant des brasseries. Donc ça, je pense que c'est une bataille qui ne fait que commencer, où on a on est beaucoup à s'y être attelé dès les débuts de la bière craft, mais c'est quelque chose qui est pas encore assez connu, du monde, au-delà des passionnés de bière, on va dire et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on vraiment éduquer les gens en disant, il faut pas s'axer que sur le look de la bouteille, il faut pas s'axer non plus que sur le goût, même si c'est bon, faut réfléchir à qui il y a derrière, quoi et ceux qui font attention à où ils vont faire leurs courses, ils font pas toutes leurs courses chez Carrefour, mais ils essayent de soutenir le marché à côté de chez eux ou le producteur, s'ils ont la chance d'être à côté de producteurs. Bah, c'est pareil pour la bière et et il faut quand on achète une bière savoir, oui, c'est se renseigner, sur qui est derrière, est-ce que c'est une petite brasserie? Est-ce que c'est une grosse brasserie? Et je pense que pour l'instant, il n'y a pas tant de brasseries que ça qui sont, contrôlées par des gros groupes, mais ça c'est que le début, quoi. Je veux dire, ça va y aller de plus en plus fort et c'est normal parce que cet univers grossit, quoi. Voilà. Mmh. On sait que la restauration, c'est quand même souvent très prenant comme métier. Est-ce que tu as le temps des fois de te déplacer un peu en festival? Je me déplace, ouais, ouais, je j'aime bien y aller, mais c'est vrai que qu'en tant que brasseur, c'est plus facile quand on a un métier comme brasseur et en tant que gérant de bar ou de restaurant, c'est plus difficile, mais on y va quand même régulièrement et pour des dernières années, j'ai toujours essayé de pousser mon staff aussi à aller, de les soutenir là-dedans, dans le fait d'aller découvrir et de se déplacer, quoi. Donc là, je après voilà, comme distributeur, là, par exemple, au Lyon Beer Festival, on aura un stand, donc c'est plus facile de trouver une excuse pour y aller. L'an dernier, j'étais au Sour Argon parce qu'ils m'avaient invité comme bénévole, donc c'était pareil, c'était, assez pratique, j'avais au moins pas l'hôtel à payer, et puis j'avais une raison d'être là-bas, quoi. J'étais là et je travaillais comme bénévole, quoi. Ouais, donc non, si, si, j'essaie de me déplacer, mais bon, ça a un certain coût et c'est vrai que gérant de petites PME, on roule pas sur l'or non plus, donc bon, on peut faire payer une partie par la boîte, mais voilà, il faut surtout en ces temps de post-Covid, contrôler un peu les dépenses. Donc je me concentre sur certains festivals, j'essaie d'en faire plusieurs par an, mais je les fais pas tous, clairement pas. C'est bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé le sujet, mais, est-ce que le covid, ça avait remis, beaucoup de choses en cause chez vous? Alors vous avez, réussi à je dirais, à passer plus ou moins au travers, comme vous étiez déjà installé depuis un certain temps, vous avez peut-être moins souffert? Non, ça a pas mal changé les choses quand même. On a remarqué que les gens ont changé leur habitude, restaient en tout cas à Paris, restaient moins tard le soir, voulaient plus être assis, étaient moins à se mettre au comptoir et arriver en groupe et être là et à commander une bière comme ça au-dessus du comptoir. Étaient plus en mode: «Ah non, mais je veux ma petite place assise».
heu et globalement aussi, étaient plus enclins à se dire: «Ah bah tiens, je vais faire une petite soirée Netflix plutôt qu'aller boire une bière avec les potes». Donc ça, on l'a remarqué et du coup, bah, on s'adapte, on essaie de s'adapter, de changer les horaires, d'essayer d'adapter le staff par rapport au nombre de clients qu'il y a, de trouver des adaptations comme ça. On a commencé à faire la vente à emporter, aussi, pour donner une raison de plus pour les gens de se déplacer chez nous. Heu là, on va sûrement lancer les on n'avait jamais fait de réservation à la Fine Mousse Bar, ben, on va sûrement lancer les réservations pour les groupes. On a une cave qui est en bas de la Fine Mousse Restaurant, qu'on a exploité un moment, qu'on a arrêté, justement, après le covid. Ben, là, on va la relancer pour les anniversaires ou les pots de départ de 10 à 30 personnes. Donc voilà, toutes ces petites choses-là fait que oui, oui, on est obligé de s'adapter. C'est pas simple pour beaucoup de petites boîtes, beaucoup de bars, que les caves en alors certaines ont bien profité pendant le covid, pas toutes, mais certaines, mais le post-covid est assez dur pour eux parce que, on a tous cru que tout le monde allait changer leurs habitudes et ne plus aller au supermarché. En fait, non. Ouais, c'était, Donc ouais, ouais, courage à toutes les TPE qui écoutent ce qui écoutent ce podcast. On va y arriver. et est-ce que tu as des projets pour, enfin, je dirais, dans les mois ou les années qui viennent, des choses sur lesquelles vous bossez? Ou est-ce que pour l'instant vous êtes content de l'activité et puis vous avez pas forcément envie de, je dirais, de faire plus différent, c'est juste, Ouais, nous, on a toujours plein d'idées, et plein d'envies, donc après c'est trouver les mécanismes pour que ça se lance. J'avais lancé une autre activité il y a 1 an et demi, qui pour l'instant est en stand-by, mais on cherche l'angle pour la relancer, qui est une activité un peu plus de digitalisation du métier de B2B. Et c'est un projet qui s'appelle Nectar, avec un K qui est voilà, là, il est un petit peu en stand-by, mais voilà, ça devrait revenir donc tous des sujets comme ça qui m'intéressent et sur le côté, bar resto, on a des idées, mais voilà, ce qu'il nous faudrait, c'est trouver aussi les gens pour le financer, quoi, ou les opportunités, moi, je pense qu'il y a beaucoup de brasseries qui vont avoir besoin d'un lieu, d'être présents, et d'avoir de la visibilité, d'avoir leur marque un peu présente. Donc ils vont vouloir ouvrir un taproom et une des idées qu'on avait, c'était de nous, en tant que gérants de lieux, on n'a que 3, mais on a cette volonté de développer l'activité de gérer plus de lieux et de mutualiser les coûts d'administration, de RH et de communication. Et voilà, donc c'est des choses, bah, de temps en temps, on discute avec quelques brasseries. Voilà, un peu, les différents axes, mais il y a rien qui est sur des roulettes. Nectar qu'il faut qu'on relance, qu'on trouve le bon axe. Et voilà, si l'opportunité se présente, on la prend, tout à fait. et si les gens, par exemple, veulent aller, sont sur Paris et veulent, faire un repas à la fine mousse, tout ça, c'est quoi le comment est-ce qu'on arrive à suivre un peu je dirais l'actualité que ça soit du bar ou du resto? Est-ce que c'est plutôt, réseaux sociaux? Est-ce que c'est plutôt via un site internet? C'est quoi le plus simple, pour vous suivre? Alors, on a refait notre site internet, donc normalement, le menu du resto est actualisé. C'est un PDF qui est derrière, qu'on remet à jour à chaque fois qu'on change le menu. Toutes les bières dans nos 3 lieux, la Robe et la Mousse et les 2 Fines Mousses, c'est, marqué sur Untappd. Donc, on peut suivre sur Untappd, se mettre des alertes. Parce on a été le deuxième en France à payer Untappd. Maintenant, ils en ont plein, pour, utiliser leur outil de gestion de menu qui est plutôt bien fait. Hem, donc voilà, surtout ça et après c'est oui, réseaux sociaux avec un gros axe, Instagram et en fait, on a encore plein de gens qui nous suivent sur Facebook donc on crée les événements sur Facebook, on n'est pas encore sur TikTok. Il faudrait. Tu as pas Beaucoup de gens encore nous le disent. commencé à danser, pour faire les TikTok, Bah, après TikTok, c'est compliqué, je pense, pour trouver, le l'axe, enfin le
Je pense que c'est moins accessible qu'un Instagram où tu dis: «Suffit de faire des jolies photos» et puis, c'est déjà pas mal. Je pense que TikTok, c'est plus compliqué à utiliser. Ouais, après Instagram, c'est déjà pas si simple pour bien le faire, quoi. Oui, oui, Faire les jolies photos, faut les faire et après il y a les histoires des stories, il faut toujours être là, toujours. Donc et ça, puis c'est dans le l'algorithme et machin. milieu des bars restos, c'est quelque chose qui a énormément changé, quoi. La communication, et c'est quelque chose, d'assez fou qu'il y avait pas il y a 10 ans, hein. Et pour Pas au tout ce qui est com, vous le gérez en interne ou en externe? On le gère en interne, on a commencé à avoir une personne dédiée, un alternant depuis 3 ans qui aide, chaque responsable de lieu à gérer justement l'Instagram et cetera, où il faut faire un petit poster, où il faut faire une affiche, donc voilà. Donc c'est pas un temps plein, c'est un étudiant mais qui est là une semaine sur 2, qui fait ça, intégralement sur les 4 boîtes, donc c'est déjà pas mal de boulot, pour bien le faire. Cool. Bah, écoute, moi, je plus trop de questions. Je pense que tu as répondu à tout. Je vais juste, parce que j'avais lancé une petite, truc sur Instagram pour savoir ce que je devais boire et du coup, c'est celle-là qui a gagné, C'est quoi? une double rye IPA à la poire. De chez qui? C'est Mogwai, c'est une, brasserie, strasbourgeoise, enfin, c'est une collab entre Mogwai et 2 caves à bière de Stras, 44, centilitres dealer de bière et l'Ours Mal Léché. Et c'est une brasserie qui a maintenant, je suis pas tout à fait sûr qu'ils aient un an, qui en fait, avait repris les locaux des Intenables, je sais pas, jamais tu connais? Ouais. Donc en fait, les Intenables étaient à côté de Strasbourg. Ils sont partis à Rosheim dans un autre patelin pour, faire plus grand et du coup, Mogwai ont repris, le local et l'outil donc et c'est plutôt sympa. Ils font des trucs rigolos. Ils ont fait une bière à la pizza, là, ils viennent de sortir une bière à la tarte flambée. Tu Oui, vois? je Donc l'avais vu passer le coup de la torche, oui. voilà, la Flam and Ghost, donc ils ont une gamme un peu avec des choses, je dirais, classiques et puis ils ont, 2-3 choses un peu plus originales qui sont plus ou moins bien faites. La pizza était top. La tarte flambée, c'est plus je l'ai pas encore goûté perso, mais apparemment c'est plus mitigé. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui trouvent ça vraiment trop bizarre. Mais voilà, je trouve qu'ils ont une gamme qui est marrante parce qu'ils ont des choses très classiques, des choses très originales et puis quelques bières un peu au milieu, donc c'est plutôt pas mal, assez intéressant. Top. Voilà, bah, écoute, bah, je vais remercier toutes les personnes qui étaient là, c'était cool, même s'ils étaient un peu timides, il y a pas eu trop de questions, mais Et ça merci de m'avoir invité. c'est cool, bah, ouais et puis merci à toi d'avoir répondu présent, Ça aurait c'est été mieux toujours d'être 3, hein. ah non, J'ai une mais du petite pique. coup, Je t'envoie une petite pique. et oui, beh, il va venir, du coup, il va venir Greg, seul. Après l'avantage d'être juste 2, c'est aussi qu'on peut prendre un peu, plus le temps de discuter. Il y a pas des fois, ça c'est compliqué. Après, c'est plus pour moi où c'est compliqué de gérer, de donner la Ouais. parole à l'un ou à l'autre et puis là, c'est aussi sympa d'être à 2, mais bon, c'est partie remise, Greg, normalement, je vais l'avoir. Je crois qu'on s'était mis d'accord sur le 3 février, si je dis pas de bêtises, donc on aura l'avis d'un gérant de bar et caviste, à Marseille, le 2 ou le 3, ouais, je sais plus, on verra. Vous Mais verrez. voilà, ouais, c'est ça, et Comte marseillais qui est, ouais, il va sûrement avoir, les solutions à tout comme d'hab, quoi. Mais non, c'est cool. Mais ouais, en tout cas, ouais, merci Laurent d'avoir répondu présent, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais eu je crois qu'on ouais, on n'avait jamais eu l'occasion d'échanger et Non, je puis, pense pas. ouais et puis, bah, écoute, au plaisir de se croiser, comme dit, sur un festival. Je sais peut-être que je vais à Lyon cette année, je sais pas encore parce que, Lyon, Paris Beer Week, quoi, Paris Beer Festival. ouais, non, ça je vais pas Paris, je vais pas faire. Comme dit, ça va dépendre, ou si tu viens sur Strasbourg, on a aussi, des festivals sympas C'est vrai. et puis comme tu es pas allé chez Bendorf depuis un bon moment, ça sera Non, non, l'occasion. faudrait que j'y fasse un tour sur Strasbourg. Il y a Perle qui a changé de locaux.
Ouais, Christian qui construit là, ouais, la nouvelle brasserie à Cronenbourg. C'est pas tout à fait terminé, mais ouais, et puis tu vois, Matt, il te le disait, il y a encore l'appartement au-dessus de la brasserie, donc voilà, tu vois, tu as déjà un endroit où dormir. C'est dangereux ça. C'est l'embuscade toujours, mais ouais. Ça marche. Bon, beh, bonne Écoute, soirée. ça marche. Allez hop, À ciao bientôt, tout le salut. monde.